Bienvenue sur La Nouvelle Richesse, la chaîne qui redéfinit la richesse bien au-delà des chiffres. Nous sommes Loïc et Myriam, vidéastes et photographes, et nous partons à la rencontre de celles et ceux qui réinventent notre manière d'habiter la Terre. Aujourd'hui, Renaud nous accueille dans sa ferme co-créée avec Corinne et leurs filles, Elaya et Salomé. Le secret de leur ferme, un ingénieux système de baissière qui capte l'eau de ruissellement pour prévenir l'érosion des sols et renforcer la résilience face aux sécheresses. Jonglant entre son champ de courge et son écran d'ordinateur, Renaud est passé d'une vie citadine à une vie de néo-rural entrepreneur. Il se dit slasher et heureux de l'être. Comment Renaud incarne-t-il cette nouvelle richesse ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette première partie. Pourquoi avoir choisi ce mode de vie ? Nous l'explorerons dans la suite lors du second épisode. On est venu vers toi parce qu'on pense que tu es un nouveau riche. Est-ce que tu es un nouveau riche ? Ah oui, je suis heureux. Si la richesse c'est le bonheur, je suis heureux. En fait, ça a commencé même depuis un peu le début moi, de mes études. J'ai fait des études plutôt agricoles. Ça fait plus de 25 ans ou 30 là, maintenant que je suis engagé dans tous ces enjeux sur l'écologie, en ayant travaillé en collectivité, pour l'État, en créant des entreprises ou en pilotant des associations. Et finalement, si on fait un peu la synthèse de tout ça, c'est ce mot slasher que tu as employé, la slash. Donc je suis paysan comme mes arrière-grands-parents, avec ce côté proximité de la terre et tout ce que ça comprend, la terre, le bricolage et la gestion d'une ferme, tout simplement. Et je suis slash, on va dire, tertiaire, où je continue à être prof, consultant en écologie, où je co-gère une association ou d'autres sujets là autour de l'écologie. Donc j'arrive à faire un équilibre entre les mains dans la matière, y compris la terre, et un petit peu le cerveau dans le côté comment on peut inspirer, comment on peut avancer sur ces sujets-là. Et c'est cet équilibre-là qui met énormément de bonheur, parce que ayant passé plus de 10 ans, voire plus, derrière des écrans, à faire des réunions et compagnie, on s'y perd. On ne reste que dans la théorie, puis physiquement, on n'est pas forcément heureux derrière un écran, alors que là, l'équilibre entre les deux est super agréable. Voilà, donc j'aime bien dire que je suis slasher, comme tous nos arrière-grands-parents, et donc qui étaient moitié paysans, moitié travailleurs dans d'autres sujets. Et donc, qu'est-ce que tu fais encore quand tu travailles dans ton bureau J'ai des multiples activités, je suis peut-être un peu trop super actif là, mais là je fais des cours justement dans ces enjeux maraîchage sur sol vivant en lycée agricole. Après je pilote aussi la partie association sur tout ce qui est éducation à l'écologie et à l'eau. Après je m'occupe aussi des enjeux sur l'eau, donc ça c'est les agences de l'eau en France. Il y a 6 bassins versants qui sont gérés par des agences de l'eau, et au-dessus de l'agence de l'eau, il y a ce qu'on appelle comme un conseil d'administration, tu vois, donc ça s'appelle un comité de bassin versant. Et donc là, on est à peu près de 130 personnes, 127 à co-gérer les enjeux sur l'eau. Donc il y a des gens de l'État, il y a des gens des collectivités, il y a donc des élus, il y a des gens de l'industrie, il y a des gens de l'agriculture, et il y a des gens qui représentent à la fois les associations de protection de l'environnement et des associations de protection aussi des citoyens. Donc moi je fais partie de ce collège-là, on est une trentaine sur les 130, et voilà, toutes les semaines on travaille sur les différents sujets. Donc moi je suis plus spécialiste sur les enjeux d'éducation, par rapport à l'eau, à l'écologie, et les enjeux aussi agricoles, du coup, qui m'intéressent énormément. Tout ça, en fait, c'est parce que la synthèse un petit peu de tout, c'est qu'on a notamment fait avec la Water Family du Flocon la Vague, c'est que un individu comme toi et moi, un Européen, on va consommer à peu près 150 litres d'eau par jour. Cette eau-là, en fait, c'est l'eau du robinet. Ok, on la voit, on peut apprendre à mieux la consommer, moins la polluer. C'est un rapport presque physique, c'est facile. Mais en fait, un individu va consommer plus ou moins 4 ou 5 000 litres d'eau par jour et par personne. Et ça, c'est l'eau indirecte. Donc c'est l'eau qu'il faut pour fabriquer nos vêtements, qu'il faut pour fabriquer nos biens de consommation, nos ordinateurs, nos écrans, nos voitures, tout ça. Et bien sûr, l'alimentation. Et sur ces 4000 litres d'eau, l'alimentation, c'est 3000. Donc l'équation, elle est vite faite. Entre je mets de l'énergie à moins consommer d'eau dans ma douche, ou je mets l'énergie à moins consommer d'eau dans l'alimentation, c'est ça que j'ai choisi, en essayant d'être le plus efficace possible, quoi.
Et donc, tes deux, entre guillemets, ça a été assez difficile de déterminer quelles étaient tes spécialités parce que tu fais beaucoup de choses. On a remarqué que tu avais mis en place des swales, enfin des baissières sur ton terrain, ce qui est assez novateur, je ne sais pas si on peut dire ça, en France en tout cas. Et tu travailles sur sol vivant avec Corinne. Et est-ce que vous avez commencé par mettre en place un design en permaculture? C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous amener voir à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr. Les plans. L'idée, en fait, ça a été on y va. Du coup, ça a été en fait, nous, on débarque. On peut marcher là-dessus, mais en fait, on débarque à la campagne et on est des urbains. Même moi, si j'ai fait des études agricoles, on reste des urbains. Et les urbains, donc des néo-ruraux, néo-bobos, là. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut qu'on réapprenne ce métier de paysan, tout en intégrant des nouvelles techniques. Donc ça, c'est un peu l'approche permaculture, agroécologie, agroforesterie. Donc là-dessus, on s'est un petit peu formé et surtout, on s'est fait accompagner. Donc on a un ami avec Corinne qui est designer en permaculture, là. Donc lui, Louis Romain, là c'est son métier, il est hydrologue aussi de formation. Et lui, il nous a dit, en fait, votre ferme, en gros, n'ayez pas peur. Il y a quand même 10 hectares à gérer, c'est quand même gros, c'est pas un petit jardin avec une tondeuse, quoi. Et donc ces 10 hectares-là, en fait, on va le designer, en fait, on va faire comme un architecte, on va faire un plan, et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors comment ça fonctionne, on va aller voir le plan, mais en fait, il faut comprendre comment fonctionne le soleil, en gros, est-ouest, il se lève, mais en hiver, il a une courbe qui est plus basse. Résultat, en fait, il y a toute une partie ombre portée, la maison, et puis la colline derrière. Donc là, il ne faut pas implanter de jardin ou autre, il n'y aura pas de soleil, c'est assez logique. Il y a la partie vent, qui est hyper importante. On voit avec les derniers épisodes aujourd'hui, le vent, avec le dérèglement climatique, va augmenter en puissance. Donc il faut s'en méfier. Donc on a un vent du nord, qui n'est pas le pire, il faut s'en protéger un petit peu, mais on a surtout un vent d'ouest qui, parce qu'on est dans un vallon, va se transformer en sud-ouest, et ce sud-ouest-là devient dangereux. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut t'arracher les toitures, tu peux t'arracher des serres, ou quand c'est un vent du sud, tout simplement, il va te sécher en 24 heures toutes tes productions. Voilà. Donc il faut apprendre à le designer pour s'en protéger. Et bien sûr, mon sujet, c'est l'eau, parce que l'eau, c'est le cœur de l'écologie aussi, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Donc ça a été de comment on peut gérer l'eau. Si vous regardez là, le sol, là, c'est une dalle qu'il y a de béton autour de la maison. Cette dalle-là, elle a été pour protéger la maison des inondations. En gros, qu'est-ce qui se passait? Quand il y avait 10 hectares de maïs au-dessus de nous, qu'on récoltait le maïs là, au mois d'octobre maintenant, le sol était tout nu. Et ce sol nu, en fait, dès qu'il y avait les orages en hiver, hop, le sol partait, et donc ça arrivait dans la maison. Donc la cuisine était fréquemment inondée par des grosses coulées de boue quand il y avait les orages. Donc la génération précédente à nous a fait ce système-là de dalles pour évacuer l'eau, pour que ça puisse évacuer. Et nous, on n'a pas fait ce système-là. En fait, on a fait un système de swale ou de baissière en français qui va permettre de retenir l'eau, non pas l'évacuer, parce qu'après, quand tu l'évacues, elle atterrit dans les cours d'eau et elle inonde de Bayonne. C'est ça le sujet. Mais nous, on dit non, on ne peut pas l'évacuer, on va la stocker. Donc nous, le sujet, c'est comment on va stocker l'eau, comment on va pacifier notre relation à l'eau. Et ça, c'est ce qu'on va voir sur le plan. Et c'est ça qui devient assez intéressant parce que on a pu s'installer, grâce à ce design, ne pas avoir peur quelque part de planifier les différentes étapes qui vont nous permettre de ne pas être perdus dans 10 hectares. Voilà. Et tout en continuant l'histoire d'une ferme qui a déjà 300 ans. Ça, c'est un truc qui est assez important. Est-ce que j'allume? Ouais, ça va pas se passer grand-chose. Bon, là, il y a la richesse, il y a les graines là-dedans qui sont là. La richesse, c'est ça. Oh. C'est toutes les graines. Donc la grainatech ou le... Voilà, bon là, évidemment, c'est pas là où il y en a le plus, parce qu'on n'a pas récolté tout, mais... C'est des graines de quoi?
courges. Ça, c'est des courges, et c'est des courges vertes qu'on a mangées à midi. Des courges un petit peu de Thaïlande, là, qui sont super bonnes. Wow. Et donc, ton plan... Des melons, voilà. C'est un spécialiste en permaculture qui a fait le plan. Voilà. Ça, c'est cet hydrologue et qui fait aussi la recherche dans ces sujets-là. Lui, il est allé se former en fait à l'école de la permaculture en Australie avec le célèbre Bill Mollison. Et de là, en fait, on n'a pas fait des lasagnes. C'était pas le sujet. Après, ça vient. Mais les lasagnes, c'est la finalité. D'abord, on a fait le plan, donc le design. Et même avant le plan du design, il faut quand même comprendre que la permaculture, c'est une approche holistique là, donc et ça c'est super important. Donc le plan et la partie espace jardin, c'est ça. Hein. Donc il reste après tous les autres pétales. Ouais. Donc les autres pétales, c'est comprendre que on doit habiter une maison, comment on l'habite, peut-être comment on la partage. On doit travailler avec des outils ou de la technologie qui soit le moins impactante possible. D'où l'approche avec tout ce qui est low-tech, réparation. Voilà, on doit redonner ce qu'on apprend. Donc, oui, je donne des cours, je reçois beaucoup de monde. On doit aussi avoir un rapport à la santé. Bon, la santé, nous, on a Corinne, qui son métier, elle est art thérapeute. Elle aide un petit peu, elle accompagne les personnes là-dessus, sur ces enjeux-là. La partie finance et économie, tout ça, c'est évidemment, c'est un modèle économique. Donc nous, on essaie de trouver un équilibre dans nos vies, parce qu'aujourd'hui, c'est notre métier, entre la partie, on va dire, un peu tertiaire, où on continue à donner des cours, tout ça, la partie où on produit, et en fait, on est en train de devenir ce qu'on appelle un tiers-lieu éducatif et nourricier. Donc notre fonction, ce n'est pas que de produire des légumes, notre fonction, en fait, ça va être de produire un modèle, notamment autour de tout ce qui est permaculture et sol vivant. Et quand ce modèle-là sera un peu aguerri, on va pouvoir commencer à recevoir des gens, à les former. Puis, en fait, on a commencé à faire ça, et ça, on le reçoit des slashers, on va recevoir des woofers, donc des gens qui viennent nous aider pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. On va recevoir des étudiants. Là, on va recevoir des chercheurs qui viennent nous voir parce qu'en fait, ils sont intéressés par tout ce qu'on est en train de faire, et aussi par ces migrants. En fait, nous, on est des migrants. Et donc, ces migrants-là, urbains, donc néo-ruraux, il y en a de plus en plus. Voilà. Donc, nous, on fait partie de ceux qui ont ouvert la voie, des pionniers, et notre boulot, c'est pour ça qu'on s'appelle Rhizome, une belle abeille, donc pas mieux. Et donc, Rhizome, c'est, je vais autant donner que recevoir des autres. Et donc, en fait, on doit se développer avec cette approche-là. Si nous, le lieu, il nous permet de recevoir des gens, de les inspirer, de les aider dans une des possibilités d'adaptation aux enjeux, c'est de repartir vivre dans les campagnes, de reproduire. Ça fait 70 000 ans que l'homme vit dans des fermes, faut pas l'oublier. En fait, c'est chouette, on sert à ça. Et aujourd'hui, en 3 ans, on a déjà 3 familles qui sont venues nous voir, qui ont passé du temps, qui ont basculé, qui ont acheté leur ferme. Où il y a des woofers qui étaient, ingénieurs dans de la tech, là, et puis finalement, ils ont changé de vie aussi. Et donc ça, c'est pas mal. Donc ça, on fait pas que fabriquer des légumes. En fait, on fabrique des humains aussi. Et voilà, on fabrique du sol et des humains, peut-être un petit peu. Donc ça, c'est intéressant. Sur le plan, tu veux que je te l'explique? Oui, on veut bien comprendre où sont les swales, à quoi ça sert. Alors voilà, du coup, on va avoir un plan qui va regarder. Donc nous, on est ici, on est dans la maison principale, sachant qu'il y a une grande grange et ce qu'on appelle la bergerie qui va devenir un gîte et notre futur habitat aussi. L'idée, ça a été de comprendre comment circuler. Donc le soleil, je vous l'ai dit, voilà, il circule comme ça en été et plutôt comme ça en hiver. Le vent, nord ou ouest ou sud-ouest, ici. Donc là, par exemple, on va se protéger du vent, comme ça, et là, beaucoup du nord. Donc ça, tout ça, les petits ronds, c'est les arbres. Donc on remet vraiment de la biodiversité, là on remet des corridors biologiques. Et après, entre ces corridors biologiques, en fait, on va fabriquer ici des baissières. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est les chemins. C'est les chemins qui sont... Mais c'est pas la même chose que ça. Ça, ici, ces baissières-là, en fait, elles suivent les courbes de niveau. C'est-à-dire qu'elles vont suivre un niveau d'altitude, donc elles sont parfaitement à plat. Et en fait, si on le regarde en coupe, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, la baissière, c'est un trou, un fossé. Là, chez nous, ils font 2 mètres de large sur 1 mètre de profondeur. Et ce trou-là, en fait, il va être de 350 mètres de long. Ce qui fait que certains ont dit, là, quelque temps, là, quand on l'a fait en 2022, qu'on avait la plus longue baissière de France.
Et cette baissière-là, en fait, elle a une fonction, c'est de récupérer l'eau quand il pleut, et non pas de la sortir du terrain, mais de la garder, de la stocker sous le terrain. Voilà. En fait, on alimente notre nappe phréatique. Notre nappe, du coup, elle est alimentée par ça. On va avoir des mares qu'on n'a pas encore toutes faites aujourd'hui qui vont stocker l'eau. Donc, on stocke l'eau. C'est de l'argent, hein, qu'on stocke. C'est la richesse. L'eau, c'est la vie. Donc, on la stocke chez nous. On la renvoie pas. Et en la stockant chez nous, après, on va avoir un puits ici qui, du coup, va pouvoir capitaliser toute cette eau. Et l'anecdote là que j'ai bien racontée, c'est qu'en 2022, quand il a fait la sécheresse, on avait déjà mis ce système-là en place. Il y avait eu de l'eau, donc j'ai réussi à vider 2 fois la pompe avec des erreurs de manipulation et de programmateur, tout ça. Donc j'ai vidé mon puits. Enfin, j'ai pas vidé la pompe, j'ai vidé le puits avec la pompe électrique. Mais en vidant le puits, ben là j'ai peur. C'est les gens de Florette. J'ai plus d'eau. Il se passe quoi? Je suis foutu, quoi. Ma production est morte, tout ça. Ben non, mon puits, c'est en 2 jours, il était plein. Et j'ai refait la même en juillet et en août. Donc 2 grosses erreurs, là, de bons débutants, là. Ben là, je suis foutu. Ben non. Mon puits, il y a de l'eau en permanence parce que j'ai mis de l'eau dans mon sol. Donc le sol, c'est des couches. Donc je mets de l'eau dans mon éponge. Et après, quand j'ai mon puits qui est le trou dans l'éponge, ben le puits, il se remplit. Voilà. Et vous avez fait des premiers tests, vous avez planté pas mal d'arbres aussi. Alors voilà, après, là on rentre maintenant qu'on a la structure, en fait on va rentrer un petit peu dans la texture du sol. Qu'est-ce que ça fabrique tout ça? Le regard soleil, eau et vent. Mais en fait, ici effectivement, on a commencé, alors tout ça on voulait faire attention au niveau investissement, donc on a planté on va dire une centaine là de fruitiers. Ben ça se passe plutôt super bien. C'est que les fruitiers, ils sont déjà dans un sol qui est meuble, parce que c'est un sol qu'on avait travaillé. Les fruitiers, ils vont avoir toute l'eau qui va remonter là, par capillarité, donc qui sont pleines d'eau et tout le temps, parce que là, ça devient une zone humide, on ira la voir, et cette zone humide, elle est vivante. Donc ça, c'est super. Et donc les fruitiers, ils sont plus qu'en bonne forme. On dit qu'il y a peut-être entre 20 et 30% de croissance en plus que... Wow. Voilà. Ah, oui. Ce qu'on a mis en même temps à d'autres endroits où par exemple il y avait de l'argile, ils sont morts. C'est-à-dire que j'ai un bon paquet qui sont perdus, où j'aurais pu être un petit peu déprimé d'avoir perdu ça. Et en fait, ces fruitiers-là, ben non, les nôtres, ils sont restés vivants, ils sont en super forme. Donc c'est pour ça qu'on va les voir. Ouais. C'est parti? Ouais, c'est parti. Allez, on y va. Tu nous amènes... Et je vous amène voir la baissière. Ouais. Non, il y en a pas mal. Il y en a combien? Alors aujourd'hui, on en a une très grande et une toute petite. Enfin, petite, elle fait 40 mètres de long, mais ça c'est petit à l'échelle agricole. Et après, la grande, elle fait 350 mètres de long. Alors ce qui était marrant, c'est que dans le village, quand t'arrives, ben, les gens essaient de comprendre qui t'es. On a été très très bien accueillis. Mais avec toujours un petit côté un peu rigolo, c'est-à-dire qu'on fait quand même un trou, un fossé dans un champ. Donc déjà, ok, ils sont un peu bizarres ces gens-là qui font un fossé dans un champ. Ce fossé-là, il est pas du tout dans le sens de la pente, donc on n'évacue pas l'eau, alors que tout le monde évacue l'eau. Et en plus, on la garde. Donc là, du coup, ça les a un peu surpris. Dès qu'il y a eu les premiers orages là au printemps, enfin même au mois de mars, le fossé s'est rempli d'un mètre d'eau. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben là, on a sorti les paddles. Et vous êtes allé faire du paddle dessus. Ça fait 350 mètres de long, il y a de quoi faire. Bon, ben là, les voisins, paysans, ils font quoi là? Ils ont fait parce que d'en haut, là ici on le voit, mais d'en haut du village on le voit beaucoup. Et donc on s'est retrouvés à avoir des gens qui disent mais attends, mais vous faites quoi? Vous avez fait un fossé de 300 mètres de long pour faire du paddle à la campagne, quoi. Et donc eux, c'est ce qu'ils ont vu en premier, quoi. Mais en fait, quand on leur a expliqué à quoi quel était le but, quelle était la fonction, mais là, du coup, fais gaffe, il y a un trou. Du coup, quelle était la fonction? Et là, ils ont tous compris. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, moi, je suis au comité de bassin versant, donc de l'agence de l'eau. Bien sûr, j'en parle. Donc les gens de l'agence de l'eau, je les ai amenés ici pour qu'ils comprennent. Il y a des gens comme des hydrologues comme Charlène Descolonges, comme c'est un peu le bras droit d'Emma Ziza, qui parle énormément de ces enjeux-là, de permaculture et de fabriquer des baissières. Et Charlène, en fait, elle a lancé
un groupe, là, une association qui s'appelle Hydrologie Régénérative. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir des preuves que tout ça fonctionne. Donc, en fait, nous, on fait partie de ce réseau-là, un petit peu de ferme sur l'hydrologie régénérative. Et une des petites premières victoires, c'est que j'ai un copain qui est président du bio dans les Landes agriculteurs, qui, à force, s'est dit, c'est pas con ton truc, je vais le faire. Donc là, je l'ai vu il y a 15 jours, il est arrivé, il me dit, regarde, c'est fait. J'ai mon champ, j'ai pris un test, 1 hectare, j'ai fait 3 petites baissières, et il est super content, parce que du coup, il sent qu'il a un autre rapport à l'eau. Ça, voilà, l'eau, quand il pleut ici, moi je me dis pas, wow, il pleut, je vais être, le sol va partir, je vais être inondé. Non, je dis, génial, il pleut. Je stocke. Voilà, je fais mon stock pour l'été, le printemps ou l'automne. Enfin, j'ai de l'eau. Et moi, c'est le cœur de vie, quoi. Je m'en grave. Donc ça ressemble à ça. C'est ça. C'est ça, et on la voit, tu vois, elle prend une courbe, comme si on était en montagne sur la courbe de niveau. Donc là, la hauteur, on a pris la hauteur de 165 mètres d'altitude, et on a tracé ça donc au laser, et après on a creusé avec une pelle mécanique. Donc il y a un aspect eau où on va stocker l'eau. Donc il y a un aspect eau où on va avoir moins d'érosion. Un aspect biodiversité, complètement génial, parce que là, alors là, en 2 ans, ça fait à peine 2 ans, 2 ans et demi, c'est clairement une zone humide. Il y a des oiseaux qui viennent nicher, il y a des serpents, des poissons, enfin pas des poissons quand même. Des libellules. Des libellules en pagaille, enfin, il y a toute la faune aquatique qui a débarqué, plus la flore qui s'est installée toute seule. Là, si on voit, il y a des roseaux qui ont débarqué, enfin, c'est complètement génial comme ça se met en place. Et en plus, effectivement, la butte, là on a vu que les fruitiers, là on les a pas mis là parce qu'on voulait avoir un axe vu, mais dès que tous les fruitiers qu'on a mis, et puis il y en a aussi, ici, ils sont en pleine forme, quoi. On voit qu'ils ont poussé depuis la dernière fois. Ah ouais. Bah là, ça, ils sont au taquet, quoi. Puis on commence à récolter, du coup, quelques abricots, quelques cerises, tout ça, enfin, ça arrive, ouais. Voilà, tu vois, là c'est pareil, donc ils sont vraiment les pêchers ou autre. Donc là, c'est un petit peu le bazar, mais c'est... on n'est pas là pour avoir un espace rangé, on est dans un espace biodive, donc ça ressemble plus à de l'hyper naturel, quoi. Ouais. Donc ça c'est assez, juste ça c'est assez satisfaisant. Mais après quand on a ça, en fait voilà, on se dit que on va pouvoir continuer à faire grandir l'espace en rajoutant d'autres. Et ça c'est la version XL. Mais avant de faire du XL, il va falloir qu'on fasse du M, voilà, du petit, du médium, du modeste, voilà, surtout du modeste d'ailleurs. Et le modeste, ça a été de dire, maintenant on va faire dans la partie jardin potager la même chose mais à petite échelle. L'idée, c'est de dire, si je suis capable de faire ça à petite échelle, si je suis capable de faire du sol vivant, c'est-à-dire sans entrant, pas de mécanisation, pas de produit, rien. Mon sol vivant, c'est permaculture, c'est culture permanente. Une fois que j'ai fait mon sol, chaque année, comme la forêt, je vais leur enrichir de carbone, par exemple, de bois ou autre, je vais remettre du cycle de carbone qui me redonnera dans 1 an et demi, 2 ans, le cycle d'azote. Donc, mon écosystème se met en place. Là, au bout de 2-3 ans, ça produit. Voilà. Cette année, alors c'est des courges, c'est pas le truc le plus difficile à faire, mais on est pratiquement à 1 tonne de courges. Et quand les voisins n'en ont pas, moi j'en regorge. Donc je commence à avoir un système. Et ce système-là, économiquement parlant, on peut parler de ça, il m'a coûté 0 en entrant. Pas de tracteur, pas de produit, rien. J'ai juste du temps. Quand on sait que dans une entreprise, quand elle veut un produit, la moitié c'est le temps humain, l'autre moitié c'est le temps, on va dire, entrant, matériel ou autre. Mais moi, le temps matériel, c'est 0. Et donc ça commence à être intéressant. Donc donc quand on est capable de faire ça à petite échelle, l'idée, ça va être de dire, ok, je fais du maraîchage sur quelques centaines de kilos, mais après, je vais vouloir faire du demi-gros. Et le demi-gros, c'est quelques tonnes. Donc moi, ce qui va m'intéresser demain, c'est pas faire 500 ou 1 tonne de courges, c'est en faire 10. Et si j'en fais 10, je vais alimenter un circuit qui s'appelle le circuit local alimentaire. C'est ça mon ambition. Mon ambition, c'est de dire, vendre sur les marchés, c'est bien, mais il y a 5% des denrées alimentaires qui s'achètent sur les marchés. 95% des gens, quand ils mangent, c'est la restauration collective.
Qu'est-ce qu'ils mangent? D'où ça vient? Rungis. Voilà. Et c'est ça le problème. En écologie, on revient sur l'eau, on revient sur la biodiversité, on revient sur le climat, et c'est le transport de tout ça, les impacts de l'agriculture intensive et compagnie. Donc là, l'idée, c'est de remettre des boucles locales alimentaires. Voilà. Une boucle locale alimentaire, il faut quoi? Des producteurs qui seront capables de produire avec moins d'entrants et qui respectent plus la nature, l'eau, la biodive. C'est un paradis pour la biodive, il y a des animaux de partout qui débarquent. On arrive à s'équilibrer entre eux et nous, et puis on en fait partie. On essaie de résoudre l'équation de l'eau, l'équation du climat aussi, on s'adapte pas mal aussi au truc. Tout ça avec une ambition qui est de dire, moi je veux que ma nourriture que je produis, elle va permettre d'alimenter les cantines scolaires, les hôpitaux, les EHPAD. C'est ça le passé de 100 kilos à 5 tonnes. Donc il y a un objectif de résilience. Ah ben voilà, on a aujourd'hui une approche d'autonomie personnelle en alimentation et en énergie. Mais moi je raisonne territoire, c'est mon boulot. C'est pour ça qu'on est sur ce côté ferme expérimentale, quoi. Et c'est ça qui va être intéressant, d'être capable de faire un modèle. Attention, encore une fois, il est tombé. De faire un modèle où des individus comme nous peuvent le reproduire pour aller chercher de l'autonomie alimentaire perso, mais en même temps un modèle agricole où on va pouvoir produire de façon différente pour que d'autres puissent s'en inspirer. Et en agriculture, pour entrer un peu, pour toucher sur des choses qui font un peu mal, il y a deux modèles, on va dire trois. Le modèle agro-industrie, il se pose pas de questions, on y va, on balance tout, les tracteurs, l'irrigation, les produits, et on produit plein de produits, c'est sûr, mais on pollue aussi beaucoup, et on fait un mal fou à l'eau et tout ce qui existe, quoi, et à la biodiversité et au climat. Donc ça, c'est pas un modèle forcément d'avenir et résilient. Et après, il y a des agriculteurs qui essayent de basculer de cette agriculture-là, on va dire intensive, à une agriculture un peu raisonnée. Et ça, c'est super bien. Il faut les accompagner, c'est très bien. Le problème de cette agriculture un peu raisonnée, c'est que elle va avoir des fois un peu moins de travail de sol. Ça, c'est très très bien. Mais du coup, il faut des produits pour compenser. On va aller voir la mare, tiens. Avance-toi en premier, voir si tu vois des grenouilles. Des bestioles. Parce que ça, il y a... Ça, au départ, cette mare, on avait creusé pour faire une serre semi-enterrée. C'est ça. Ah bah oui, il y a de la vie. Et elle a un an, hein. Donc ça fait plaisir. Il y a quand même pas mal de monde qui se balade. Les couleuvres, les libellules, les grenouilles, des poissons. Tout ça, ça s'est bien équilibré. Et elle est en amont du jardin. Donc en fait, elle alimente mon jardin aussi. Pour finir sur l'agriculture, donc l'agriculture raisonnée, elle va avoir cet enjeu. Je mets les produits dans le sol, du glyphosate. Moins j'en mets, mieux c'est. Mais elle laboure pas trop. Du coup, elle abîme pas le sol. L'agriculture bio, en termes de santé, c'est la meilleure pour nous. Il n'y a pas d'entrants chimiques dedans, chimiques toxiques, hein, donc des choses inventées par l'homme et des molécules de synthèse, donc qu'on ne digère pas, ni la nature ni nous ne les digérons, donc ça nous rend malade. Mais l'agriculture biologique, elle a ce défaut, c'est que comme il n'y a pas de produit, il faut labourer. Quand tu laboures, tu tues le sol. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'aller vers un modèle qui serait agriculture biologique sur sol vivant. Donc il faut qu'on respecte le sol tout en faisant une production sans entrants chimiques. Alors l'équation, elle est compliquée. Elle sera certainement moins productive en quantité que l'agriculture classique, mais elle sera peut-être aussi de façon intéressante rentable. Parce que moins on met de produits, plus on augmente la rentabilité des produits. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Donc nous, c'est ce qu'on essaye on ne sait pas ce qu'on va être capable de faire, on essaie d'aller vers ça. À quelques petites échelles qu'on voit en 3 ans, ça commence à fonctionner. Donc il y a de l'espoir là-dessus, quoi. Est-ce que tu peux nous montrer ce que c'est un sol vivant? Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous parle de la mare et de la petite histoire quand même avant? Ouais. Parce que ça, c'était rigolo. Donc on voulait faire une serre. Il y a du vent. La serre, ça s'envole pas mal, quoi. C'est du vent. Donc on s'est dit, on va faire une serre enterrée. Ça s'appelle une walipini, c'est une technique de Bolivie. Donc quand tu as une serre enterrée, tu récupères les calories du sol. Donc ça veut dire qu'en hiver, il n'y a jamais en dessous de 10 degrés dans ta serre, et en été, tu récupères de la fraîcheur du sol, donc ça régule la chaleur. L'idée, c'est de creuser 1,50 m, 2 mètres, et de mettre ton toit de serre au niveau du sol. Bon, nous, on a creusé, qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé sur de l'argile, bim, première pluie, hop, rempli, mare. Et ça fait un an. Parfait. Ça n'a pas bougé.
Bon, ben mare, on s'adapte, la serre devient une mare, et la mare, ben en fait, elle va percoler sur tout le reste, et plus toute la biodive qui se met. Alors là, c'est un spectacle ici, il y a le héron qui passe, il y a toujours du monde qui vient. Mettre de l'eau sur un terrain, c'est mettre de la vie. Je vais mettre des auxiliaires. Tous les oiseaux qui vont venir boire ici, ils vont aussi me manger des limaces, en gros. Et il faut remettre cette boucle de vie en permanence. En dessous, il y a la partie mini baissière. Alors là, on ne le voit pas, elle est dans la végétation, mais elle fait 40 mètres de long et 40 de large et 40 de profondeur. Et après, il y a 12 rangées. On peut le voir là, hein, tout simplement. On va travailler le sol en l'enrichissant. Comment tu l'enrichis? Ben, en fait, tout simplement, je vais la première étape là. Alors je l'ai pas avec moi. C'est une grelinette. On va décompacter le sol parce que d'abord c'est un sol dur. Hein, voilà. Ça a été travaillé, passé avec tout plein d'engins. Et ce sol dur, en fait, on va d'abord le décompacter un petit peu, et puis après on va l'enrichir, notamment de bois. Le bois, c'est la première chose que mangent les vers de terre ou autres, et ça va lancer le cycle de la vie, ça va lancer les champignons, tout ça. Donc ce bois-là, on le rajoute, et quand on rajoute le bois, en fait, ben la vie se met en place. Alors ben voilà, regardez la qualité du truc là. Lui, il a 2-3 ans. Ouais, ça, les agrégats, regardez ça, tout ça, c'est travaillé par la nature. C'est pas les tracteurs qui font ce travail-là, c'est vraiment les vers. La vie à l'intérieur, il y a quoi comme... Ah, mais il y a à manger, c'est tout. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a vu? C'est essentiellement les vers de terre et tout ça, quoi. Et là, après, c'est pas la partie où il y en a le plus. Voilà, c'est juste du bois qu'on a rajouté, qui en fait est un déchet qu'on retrouve à la scierie. On le regardera un peu plus en bas parce que là, il a commencé à être bien mangé. C'est que le bois donne à manger aux micro-organismes qui en gros, aux micro-organismes, les vers de terre, c'est la base. Voilà. Le ver de terre va manger le bois, qui va après, du coup, digérer, quand il le digère, en fait, il va le donner aux champignons. Donc, le mycélium, lui, va se nourrir de ça et qui va pouvoir alimenter, du coup, les végétaux en minéraux, en eau, parce que les champignons sont connectés avec les racines, avec les végétaux. Voilà, et donc ça crée une boucle. S'il y a du mycélium, ben, le mycélium, ça fait des fruits, ça s'appelle des champignons, c'est ce qu'on mange nous, mais c'est ce que mangent en premier les limaces. Donc quand on a mis ce cycle-là, ben, les limaces, elles préfèrent largement manger les champignons que manger mes petits plants. Donc ça, c'est pas mal. Les premières années, quand il n'y a pas ce cycle-là, les plants, ils se font éclater. Par contre, là, ben, on a ça, et les champignons, c'est la priorité pour les limaces. Donc en fait, on a divisé peut-être par 2 ou par 3 les problèmes avec les limaces. On va aller voir la mare du bas. Et un petit peu le reste de sol. Bon, après là, le jardin, on est en fin de cycle. Hein. Donc... Vous avez déjà tout ramassé? Alors, on n'a pas tout ramassé parce que il y en a plein encore. Voilà, on voit là... ça va être la phase qui va arriver, c'est-à-dire que là, dès qu'il y aura les premiers coups de gel, ce qu'on va faire, c'est que avant le premier coup, juste après, on va ramasser les dernières courges, là, et là, il doit y avoir 100 ou 200 kilos encore de courges partout, et on va en même temps commencer à aller chercher de la laine de brebis. Et la laine de brebis, qu'est-ce que c'est? C'est un déchet. Parce qu'en fait, ici, on est dans la terre Osso-Iraty, donc le fromage, mais les brebis qui font du fromage, en fait, ont un poil qui est trop dru pour qu'on l'utilise pour le tissage. Du coup, il y a 1500 tonnes par an entre le Pays Basque et le Béarn qui est enfoui ou brûlé. Brûler, c'est interdit. Donc en fait, nous on récupère, on est plusieurs là, paysans à faire ça, où on récupère ces déchets-là et on le met dans nos sols. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, là, je prépare mon sol, je vais remettre du couche de bois pour l'hiver, donc je vais redonner à manger, je vais bien leur mettre une couche de laine par-dessus. La laine, elle va les protéger au niveau de la température, du froid, donc ça va créer une couverture, hein, c'est de la laine. Et cette laine-là, après, j'aurai juste à l'écarter au printemps pour mettre mes plants et mes semis. Mais elle a d'autres avantages, c'est que la laine, elle va libérer de l'azote, parce que c'est aussi du pipi, du caca qui est dedans, tout simplement. Elle va plutôt écarter
les souris, tout ce qui est chevreuil, les cervidés, et un peu les limaces au printemps, donc c'est pas mal. Ils aiment pas trop évoluer dessus, surtout dès qu'il fait beau, elles sèchent, là, elles y vont pas. Et après, effet aussi génial, c'est que la laine, en fait, elle a de la kératine comme les cheveux, et ça, les vers de terre, les lombrics adorent ça. Le ver de terre, vous l'avez compris, c'est notre meilleur allié. C'est lui qui laboure mes sols. C'est pas mon tracteur. Les cloportes. Voilà, les cloportes et tout le reste. Il bosse. Voilà. Et donc cette laine déchet, ben voilà, c'est une laine géniale pour le truc. Donc ça sera la suite. Donc là, les agriculteurs aussi, on ne leur paye pas parce que c'est un déchet. Mais moi, le bois, qui est un déchet pour la scierie, les copeaux de bois ou la laine, ben je leur troque contre des courges. Et puis ils nous voient débarquer, ils comprennent pas trop ce qu'on fait là. Oui. Mais tant que ça produit, c'est ce qui compte, quoi. C'est le résultat, quoi. Les paysans, ils sont le paysan, il n'est pas jugeant, il est pragmatique. Tu peux arriver avec la technique la plus farfelue, si ça produit, ils te diront génial, tu l'adoptes, ils l'adoptent. On arrive avec une technique de patate là, plutôt Amérique du Sud. En Amérique du Sud, ils ne butent pas la patate, en fait. Et ils la posent sur une terre travaillée, enrichie, et puis ils la recouvrent de paille. Oui. Donc nous on a fait ça et on l'a fait sur du bois, pareil, on a rajouté du bois, des copeaux de bois, tout le reste. Et sur ce sol-là qui commence à être vivant, après on a mis nos patates et on a rajouté la laine. Et on a eu des très bons résultats. Et dans le village, du coup, ils ont testé. Donc ça marche. Donc ils m'appellent Monsieur Patate. Ah ouais. Voilà. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on doit être très modeste. Quand on arrive, on va se tromper sur plein de choses théoriques. Mais en même temps, on amène de la nouveauté. Donc faire l'équation entre ce que les gens savent ici et ce que nous, on peut apporter comme nouveauté, et ça, c'est une équation qui est super agréable à faire. Donc on partage énormément avec les voisins, avec les autres paysans, et ça, c'est super, quoi. Une autre richesse. Hein ? Une autre richesse. Ouais, une autre richesse, ouais. Ouais, donc le partage, c'est la richesse avec les autres. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur une terre avec à la fois des locaux qui nous ont super bien accueillis, et puis on a tout fait pour que ça continue à bien se passer. Donc en échangeant des techniques, en dialoguant et avec ces idées-là. Du coup, ça c'est assez chouette. Du maire aux voisins, à tous les autres, on discute beaucoup là-dessus. Et du coup, ça fait un sujet agréable. Et voilà. Et puis la richesse, on dit en permaculture, il y a une notion d'abondance. Qui est essentiel. Dans la nature, c'est ça, hein. Une courge, une graine va faire peut-être une belle courge et 3 ou 4 fruits, mais chaque fruit, c'est 100 graines. Voilà. Donc, il y a une multiplicité des choses incroyables. Aujourd'hui, là, voilà, on en a trop. On en a beaucoup trop, en fait. On en veut bien. La tonne de courges, voilà. Donc tout le monde, chaque personne qui vient, en fait, on lui repart avec des courges. On n'a pas encore le circuit pour les vendre, et voilà. Mais en fait, on est vraiment dans un surplus. Et ça, c'est génial. C'est ça le plan. Donc du coup. Voilà. Donc on va aller voir là, voilà, on va l'enlever à nos amis. Ils ont assez à manger, donc il y a quand même une large part qu'on laisse à la nature. Hein. Et du coup, là on l'accueille un peu tôt, elle est verte. C'est pour ça que j'ai le petit couteau là. Celle-là, il faut se dépêcher de l'accueillir parce que elle est pas mangée, quoi. Mais là, les souris, là, les rats-aux-pieds, ils vont commencer enfin, ils ont déjà commencé à les attaquer très fort. On va le voir là. Donc c'est la part à laisser à la nature. Et ce qui veut dire, en fait, faut accepter que la permaculture, ça soit un bon jardin en bazar, hein, par contre. Donc c'est pas rangé. Il faut être fainéant aussi, tu disais. Hein ? Tu disais aussi qu'il fallait être fainéant. Oui, voilà. Donc ça, c'est les souris. Il y a du monde, les limaces, du coup, qui vont se nourrir aussi, et tant mieux. Et après, bien sûr, la vie, c'est un truc de flemmard. Hein, il faut réfléchir, voilà, pour que. Voilà. Quand je dis flemmard, on peut parler aussi de bonheur. On n'a pas d'animaux, à part les chats et les poissons, et le reste, c'est que les animaux sauvages. On n'a pas voulu avoir de poules ou autre chose, parce qu'on voulait continuer à avoir cette vie aussi, quelque part, d'urbain, de loisirs. Alors, on a beaucoup trop de loisirs, à mon avis, mais par contre, on se garde des week-ends, on peut partir à l'océan ou à la mer, comme on n'est pas trop loin. Et cet été, en fait, on est parti un mois.
Voilà. On est parti un mois parce que toutes les productions étaient bien lancées, que tout était bien, le système vivant était bien lancé aussi, donc c'était paillé, il y avait de l'humidité. Il y a des copains qui sont venus juste pour voir si tout allait bien. Bon, voilà, ça allait. Alors, on serait en 2022, peut-être qu'il aurait fallu avoir un peu plus d'attention. On serait peut-être pas parti un mois, on serait peut-être parti 15 jours ou autre, mais on voulait pas tomber dans l'agriculture égale 70 heures et pas de vacances. Ça, c'était pas une équation possible. Alors après, voilà, c'est un discours. Quand on est justement de ce côté slasher, on ne fait pas que production. On a aussi ce côté tertiaire à côté, quoi. Ouais. Voilà. Mais cette équation-là, nous, on n'a pas de prétention de la résoudre, mais il faut la questionner. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les copains qui sont, il y a énormément de jeunes qui surqualifiés qui viennent s'installer. S'ils font que maraîcher, c'est quand même très dur. C'est-à-dire qu'ils vont passer beaucoup de temps à travailler pour un très petit revenu. Par contre, ils vont être heureux du contexte dans lequel ils vivent. Ils sont pas à 35 heures, ils sont à 70. Mais par contre, dans les 70, il n'y a pas les transports, contrairement aux 35 heures quand on est en ville, quoi. Donc, mais ça manque un petit peu quand même de revenus. Donc, il faut trouver et de vacances aussi, certainement. Donc, cet équilibre-là, il est important, quoi. Je vais juste voir là, parce que ça, c'est la 3e mare. Et qu'on a fait, et du coup celle-là, la terre là, on va le voir, ça a un an, quoi. Donc ça c'est assez chouette. Ici, c'est la terre qu'on a pris pour faire la mare, et cette terre là, on a mis de la laine de mouton. Dessous, il y a du bois, mais on le voit même plus, il a été tout mangé. Et puis surtout, voilà, ça grouille de vie, quoi. Et donc ça, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Donc là, on voit que la terre, elle est tellement travaillée que là, c'est toutes les bêtes là qui sont à l'intérieur, quoi. Ouais. Bon, et donc là, vous avez mis... Bien sûr, quand j'en parle, il n'y a pas de vers de terre. Alors qu'on voit le travail des vers de terre, c'est eux qui font ces petits agrégats, quoi. Ils se planquent. Donc là, vous allez... Qu'est-ce que vous allez cultiver enfin, voilà, on voit, là, ça c'est pas mal comme image. En gros, tu vois un ver de terre qui est complètement en surface. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les vers de terre, ils sont dans la laine. Voilà. Ils apprécient énormément la laine. Donc, ça crée une couche qui est pour eux et super confortable, quoi. Mais c'est quand même bizarre qu'on n'en voit pas plus. En général, ça grouille quand même beaucoup plus, quoi. Parce qu'en fait, on voit un peu, mais c'est pas... Ah, il y a quand même des cloportes. Oui, ça vit un peu, ouais. Mais voilà, tu vois, ça c'est pas mal. Celui-là, là, il est là. Il se balade dans la laine, quoi. Et là, vous allez planter quoi ici? Voilà, on a fait... La première année, comme on maîtrise pas complètement ce qu'on fait, et qu'au début, on a fait des courges parce que c'est assez facile, quoi. Voilà. Et puis là, maintenant que le sol est vraiment vivant, on va petit à petit choisir d'autres cultures, d'autres végétaux, et petit à petit, on va se spécifier, quoi. Je sais pas si vous voulez qu'on le voit, mais on est en train de faire une serre qui va intégrer de l'eau à l'intérieur. Comme ça va faire de la régulation thermique. Et ça, on l'a fait, cette serre. En fait, c'est à l'intérieur de la serre, on fait une mare, en gros. Cette mare-là, elle va nous permettre d'avoir de l'eau. Donc, on fait un circuit fermé de l'eau, tout automatisé avec du solaire, des petits panneaux solaires qui alimentent les pompes. Et après, cette masse d'eau, en fait, cette mare, elle va réguler la température de la serre. C'est-à-dire qu'elle va remettre de la fraîcheur en été et remettre de la chaleur pendant la nuit, voilà, pendant le froid. Résultat, l'an dernier, on a eu des tomates décembre, janvier. Ça commence à être marrant. On peut aller voir rapidement? Oui, rapidement, elle est juste là. Ce qui était chouette, c'était que à partir du moment où on teste quelque chose, on va après le reproduire. Donc là, vous voyez, là, elle est presque finie. On est en plein dans les plants. Attention à la tête. On est dans les coulisses, là. Voilà, l'idée, c'est...
On creuse. Alors moi, tout est expérimental. Je suis dans les 20-80. Voilà, en 20% de temps, je dois faire, c'est ça le côté flemmard, c'est la loi de Pareto. En 20% de temps, je fais 80% du job. Et une fois que ça marche, là après, on s'appliquera à bien le faire et à le démultiplier. Et c'est ça un peu le côté aussi raison. Donc là, je fais un trou de 2,50 m ou 3, 70, 80 de profondeur, 1 mètre et quelques de large. Donc c'est de l'eau, c'est permanent, c'est de l'argile. Donc là, j'ai réintroduit des poissons, et puis après quelques végétaux, mais après les grenouilles sont arrivées, tout l'écosystème se met en place. Et après, j'ai mes bacs. Dans mes bacs, j'ai mes végétaux. Voilà. Donc là, effectivement, on a tout ramassé, là, une partie là, de tomates ou des haricots là qu'on a fait. Et là, on va relancer une série de salades. Et puis là, on voit encore quelques tomates, voilà, elles sont pas abîmées, elles sont en forme. Elles vont arriver, et c'est celle-là, même s'il n'y en a pas beaucoup, qu'on va avoir en fin d'année. L'idée, c'est que quand ça marche, on reproduit. Voilà, c'est tout simple. Okay. Allez, on va voir le fruit de tout ça. Oui, parce que t'as une belle réserve. On va aller voir la réserve qui sont à vendre. Hein, Mais bon, on en donne beaucoup, je trouve. Et donc, vous allez les transformer aussi? Alors voilà, donc ça, l'automne, c'est ça, là. L'automne, c'est les récoltes. Et donc, c'est la transformation. Donc là, on va pas manger que des soupes toute l'année. Alors voilà, Lotec, 360 000 kilomètres. Donc lui, c'est pareil, c'est le matériel, on prend du vieux, on l'entretient, on le répare. Voilà, ça c'est mon outil de travail, c'est pas du neuf, quoi. Voilà. Faut aimer bricoler. Faut aimer bricoler, et puis il faut aimer faire des économies aussi. Clairement, on va pas, vu comment c'est compliqué de gagner de l'argent, autant faire en sorte de l'économiser, de réparer beaucoup de choses. Donc là, un véhicule qui a plus de 10 ans et 370 000 kilomètres, et qui normalement va pouvoir en faire beaucoup plus, on est dans une approche aussi un peu holistique de la perma, c'est aussi ça, quoi. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est la production de cette année. Donc vous voyez, on n'en manque pas. On en a des géantes là qui dépassent les 15 kilos. Il y a un petit peu de tout. Bien sûr, il y a quelques hybrides qu'il va falloir on récupère pas les graines de celles-là, et on va par contre reprendre des graines ailleurs, avec des graines Lotec, des bourses d'échange pour lancer. Et puis après voilà, on a des butternuts en pagaille là qui sont super beaux et super bons. D'ailleurs, on nous en redemande. On va avoir les fameux potirons là qui sont plutôt aussi jolis. Pourquoi vous avez choisi ces variétés? Je n'ai pas trop choisi en fait. Au début, je cherchais pas à produire spécifiquement un truc plutôt qu'un autre, quoi. On a pris ce qu'on nous a donné. Mon objectif, c'était d'abord, j'atterris dans une ferme. Qu'est-ce que c'est ce bazar là? Comment je fais pour m'en sortir? Je veux faire de la biodive, évidemment. Je veux faire attention à l'eau, je veux faire attention au climat, je veux m'adapter. Ça, c'est le plan A. Je veux pouvoir nourrir des gens. C'est un peu le plan B. Si le monde collapse, les fermes vont énormément nous aider à passer les crises, comme elles l'ont toujours fait dans l'histoire de l'humanité. Et donc, l'idée, c'était de dire comment je fais pour produire. D'abord, pour produire, je fais du sol. Bon, aujourd'hui, je sais faire du sol. C'est la première chose que je sais faire. Et comme je sais faire du sol, en fait, je vais pouvoir après, maintenant, choisir ce que je veux. Là, on a pris en gros les graines qu'on nous a données, ce qu'on avait. Voilà, on n'a pas vraiment fait une grosse sélection. Voilà, tu peux acheter les super graines, mais si t'as pas un super sol, ça sert à rien, quoi. Voilà, donc la première étape, c'est le sol. Et là, voilà, on a commencé à faire des choses. Donc, on a fait le fameux mille-pas. Donc le mille-pas, c'est les 3 sœurs, courge, maïs et le haricot. Voilà, les haricots tarbés là, comme ça, qui montent dessus. Ces haricots-là, voilà, on commence à récolter quelques, on va dire, pratiquement une dizaine de kilos. Ça commence à être intéressant. Voilà, ça c'était vraiment un choix. Voilà, on a quelques melons. Ah, ça, on mange des melons de chez nous, c'est chouette, quoi. Voilà, on commence à avoir voilà quelques trucs qu'on choisit nous. Ça commence à être intéressant. On a des patates douces, je vais vous les montrer tout à l'heure,
qui ont plus l'aspect de ballon de handball d'ailleurs que des patates douces, parce que vu que le sol est nourri, elles sont au taquet, elles sont super contentes, quoi. On a juste une petite bestiole qui nous les mange, la courtillère là, donc on doit résoudre des équations, mais il y a des résultats qui sont assez positifs, quoi. Et ça c'est chouette. Donc là, chaque année, on affine. Alors, un truc qui est extraordinaire, c'est le rythme des cultures. Là, on est en octobre, on voit les résultats, on commence à les voir dès l'été, au début de printemps, et là, on commence à réfléchir. Alors, qu'est-ce que c'est qui a marché? Et qu'est-ce que c'est que je vais faire? Comment je peux améliorer? Mais c'est rendez-vous dans un an. Et ça, c'est génial dans notre rythme, là, de folie, de mails et compagnie, voilà. Vous savez, on dit, dans la vie, il faut avoir un Sisyphe heureux. Donc Sisyphe, c'est le bonhomme qui avait été puni par les dieux, qui devait remonter sa pierre en haut de la montagne, et tout le temps la pierre redescendait. Et donc tous les jours, il la remonte. Bah, ça nous rappelle quelqu'un. Hein. Sisyphe, c'est nous, avec nos mails, avec nos réunions, avec nos trajets. C'est le quotidien, quoi, Sisyphe. Et l'idée dans la vie, c'est d'avoir un Sisyphe heureux. Donc, est-ce que ce que je fais tous les jours, que je répète, je suis heureux de le faire? Bon, ben là, moi, on est super heureux, on fabrique des produits, on fabrique une famille, on fabrique du bonheur, des échanges et tout, c'est quand même très chouette tout ça. Enfin, moi, j'échangerais, mais pour rien avec Marie d'avant. Et en même temps, on fabrique sur un temps long. Je pense aujourd'hui à ce que je vais faire, je peux vous donner mon planning à l'année, mais avec du temps long. C'est-à-dire que je sais qu'en hiver, je vais enrichir mes sols, ça, je sais faire, c'est un acquis. Je vais continuer à les préparer, et petit à petit, je vais améliorer comment je vais fabriquer des choses que j'aurais envie de fabriquer. Bon, mais si en 4-5 ans, on arrive à faire du jardin avec des gros volumes, avec du vrai sol vivant, sans entrants, waouh, pas mal. Ouais, voilà. C'est ce que nous disait en permaculture, mais là, on y arrive. Pour le coup, on y est. Donc ça prouve que c'est accessible, pas pour des nuls, mais presque, quoi. Parce qu'on n'est pas loin d'être des nuls au début. Et donc ça, c'est pas mal. Et financièrement, si je comprends bien, ce qui vous permet de mettre en place tout ça, c'est justement cette activité un peu de, comme tu dis, de slasher. Oui, bien sûr. Ouais. On n'a pas fait, on n'est pas assez formé et on est peut-être aussi trop vieux. On n'avait pas le courage de partir sur de la pure production. Et puis c'était pas ce qu'on voulait. Voilà. Donc la production, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'était plus ce qu'on sait faire. Corinne, elle est art thérapeute, donc c'est son métier. Ben, elle continue ça. On est vraiment dans la partie bien-être. Mais quand elle reçoit des personnes en formation en art thérapie, ben c'est hyper cohérent. Il n'y a pas une personne qui vient ici qui ne fait pas le tour du jardin. Parce que ça parle. Le bien-être, le faire attention à soi, à sa santé, c'est aussi évidemment le bien manger et le soin à la nature. L'écologie interne, externe, c'est ça le sujet. Quand on reçoit, après, moi, c'est plus mon boulot de recevoir des étudiants, des entreprises, ben on va leur parler d'écologie, mais le résultat, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on ouvre sur le jardin, on fait tout le temps des tours sur le jardin. Et donc, c'est ça qui est aujourd'hui notre première ressource, voilà. Mais si on arrive à aider, à parler de ce système-là, aider des gens à le reproduire, qu'on produit, et que pourquoi pas demain on produise à plus grande échelle, donc ce qu'on va appeler agroécologie, agroforesterie, ben, là on crée carrément un deuxième gâteau, quoi. Et ça c'est pas mal. Et c'est pas du tout inenvisageable, quoi. C'est-à-dire que là il ne faut pas grand-chose pour que ça bascule, quoi. Voilà, donc c'est cette aventure-là qui est chouette. Ouais, ça sort de partout encore. Hein. Voilà. Ça grouille de partout. Ça grouille de nourriture et donc de vie. Ben, merci beaucoup pour la visite. Ouais, merci à vous. Maintenant, on va aller manger bientôt. Ah ouais, ça donne faim. Alors, on va les préparer. En permaculture, la base, vous savez ce que c'est? C'est la cuisine. Le lieu numéro 1, cuisine. De la cuisine, après on fait des cercles. Et donc cuisine, jardin, après les cultures un peu plus éloignées, des fruitiers par exemple, puis après ça peut être des céréales, voilà. Et donc en fait on commence par la cuisine. Ben là, l'idée c'est que quand on est dans la cuisine, on va préparer la cuisine, on va donc discuter, après on va manger ce qu'on aura travaillé et qu'on aura produit,
Et finalement, dans les cuisines, il y a toute l'histoire qui se passe. Le partage. Voilà, le partage et nos histoires. Nous, on est sur des générations de produits transformés. Dans les cuisines, tu fais rien, tu fais quoi? Tu ouvres le paquet et tu le fais réchauffer, quoi. Alors que là, on va le travailler différemment. Résultat, on est plus proche de la cuisine de nos grands-parents, où parce qu'il fallait mettre les mains dedans pour fabriquer la nourriture ou fabriquer la transformer, on passait du temps. Quand on a les mains prises, on n'a pas le téléphone dans la main. D'ailleurs, je sais même pas où il est. Mais quand on n'a pas cette petite bête dangereuse aussi, on va passer du temps non pas à regarder l'écran, mais de passer du temps humain. Et ça, on s'est aperçu de ça, que nous, on fait on passe du temps entre nous, avec tous les gens qu'on reçoit, et on va transformer, on discute, et c'est là qu'il y a du bonheur. Voilà. Je vais essayer de conclure là-dessus, c'est le plaisir, c'est la consommation éphémère. J'ai ma carte bleue, blim, je vais consommer je sais pas quoi, là, parce que j'en ai envie, je prends un shoot d'endorphine, et le lendemain, il faut que je refasse pareil. Donc, il faut que je travaille. Et peut-être que je fais un travail où je réfléchis pas, mais je gagne de l'argent. Je suis pas heureux, mais j'ai de l'argent. Bof. Le bonheur, c'est pas ça, c'est une construction longue. Moi, quand je passe du temps avec vous, on reçoit énormément de monde ici, et bien sûr en famille, tout le monde veut venir en fait. On est un peu full au niveau de l'agenda, mais ce temps-là qu'on passe entre nous, mais c'est génial, c'est ça le bonheur. Voilà, moi je m'en contrefous d'avoir des trucs que j'achète avec la carte bleue, les derniers. Je m'en fous, le sujet il est plus là. On a déplacé le curseur. On est passé de plaisir à bonheur. Et le bonheur c'est maîtrisé. Et c'est pas mal. On va cuisiner. Allez, au boulot.